Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Le président de la République française, Emmanuel Macron, était en déplacement sur l'île de Saint-Martin. A priori à la recherche d'un second souffle, une photo et crac. Quel est votre avis sur la question? Il n'est pas anormal que le président de la République s'occupe de nos territoires ultramarins. Mais ce qui est consternant dans cette affaire, c'est qu'il ait fallu attendre son déplacement pour s'apercevoir que la reconstruction de cette île dévastée traînait lamentablement. Et je dois dire que le contraste est d'autant plus saisissant que cette île est pour partie territoire néerlandais et la comparaison avec ce qui se passe du côté hollandais n'est pas en faveur de la France, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors quant à l'incident avec deux jeunes, je ne sais pas si on peut parler de voyous, qui font ces gestes déplacés, l'un un doigt d'honneur ou de déshonneur comme on voudra, et puis l'autre un signe d'appartenance à un gang dans un milieu de repris de justice, il n'est pas responsable en soi de cet incident. Voilà. Il va à la rencontre de la population, on ne maîtrise pas absolument ce que peut être l'attitude des gens. Je dois dire que si j'avais été l'agence France-Presse, moi je n'aurais pas diffusé la photo. Voilà. C'est vrai que c'est une situation assez dégradante pour le prestige de l'institution de la présidence de la République. Et moi, j'avais approuvé Macron, contrairement à d'autres, lorsqu'il avait réprimandé un gamin qui s'était permis de l'interpeller de façon trop familière. Je trouve qu'il avait eu raison dans ce qu'il lui avait dit. Bon. Mais là, cette image assez dégradante, elle a été commentée, évidemment, de façon critique par diverses personnalités, dont d'ailleurs Marine Le Pen. Monsieur Macron, au lieu de dire qu'il n'était pas responsable de l'attitude soudaine de gens qui l'entouraient, a trouvé bon d'essayer de retourner la critique contre Marine Le Pen en disant que si elle réagissait ainsi, c'est parce qu'elle était raciste et que c'est à l'égard de ces jeunes antillais. C'est tout à fait absurde. D'ailleurs, il y a une dame antillaise qui a très bien réagi en disant que elle considérait que ces images portaient atteinte au prestige de la République. Bien sûr, ce n'est pas une question de race. Alors en revanche, ou de prétendue race, puisque maintenant on n'a plus le droit de prononcer le mot. Vous allez peut-être être satisfait de la décision de justice qui est tombée il y a quelques jours. La justice française rend 1 million d'euros de dotation d'État au mouvement national, au Rassemblement national, le parti dont vous êtes membre. C'est plutôt une décision de justice favorable après les épisodes plus inquiétants que vous agitiez cet été? Monsieur, si dans votre portefeuille, je prends 2000 euros, à supposer qu'il s'y trouve, ou même, disons, 200, et que je vous en rends ensuite la moitié, vous allez me dire merci? Non, vous n'allez pas me dire merci. Vous allez évidemment me réclamer l'autre moitié. Il y a une affaire judiciaire. Qui me reste à vous de voir. Cette saisie de l'argent public destiné au fonctionnement du Front National en pleine période électorale, je rappelle encore une fois que pour la réglementation des élections, on est en période électorale en ce qui concerne la prise en charge des dépenses par la commission des comptes de campagne, prise en charge après coup. Il faut avoir eu la possibilité de dépenser l'argent. Si on vous supprime l'argent, il n'y en a plus pour faire campagne. Un an avant la date de l'élection. L'élection européenne est en mai, donc depuis mai déjà, nous avions engagé des dépenses, publié des brochures, des tracts, etc., commandé toute une campagne électorale extrêmement coûteuse, et nous avons droit à ce financement public qui est déjà artificiellement minoré par le mode de scrutin qui nous prive d'une représentation parlementaire équitable. Donc non, je ne dis pas merci. Je ne dis pas merci. C'est une goutte d'eau dans l'océan de nos besoins légitimes et des ressources auxquelles nous devrions avoir droit. Les sujets européens ont été abordés lors du débat entre Édouard Philippe et Laurent Wauquiez sur France 2 la semaine passée. C'est un débat que vous avez regardé? J'avoue que non. J'avoue que non, je n'ai pas grand intérêt. Si je n'avais eu que cela à faire, je l'aurais regardé. Mais j'ai préféré regarder, je le confesse, sur les chaînes américaines, la comparution du juge Kavanaugh, je ne sais pas comment il faut prononcer, ou Kavanaugh, devant le Sénat américain.
J'ai trouvé ça extraordinairement instructif. Pendant 1 heure, on a vu cet homme submergé par l'émotion d'une attaque qu'il considère comme parfaitement injustifiée, où l'on essaie de bloquer sa nomination à la Cour suprême des États-Unis par une accusation, c'est très à la mode, de harcèlement sexuel, n'est-ce pas ? Pas de viol d'ailleurs, de harcèlement. Il se serait montré trop entreprenant et même un peu brutal à l'égard d'une jeune femme qui se manifeste quand même 36 ans après les faits, alors que le juge Kavanaugh, on n'a pas attendu aujourd'hui pour être une personnalité judiciaire de premier plan aux États-Unis. Il a exercé des fonctions très importantes. C'est une affaire de drague ? Alors, je ne sais pas, lui d'ailleurs, figurez-vous qu'il avait quand même 17 ans à l'époque. Bon, alors... je ne sais pas, la notion de prescription, je sais bien, n'existe pas en droit américain, mais enfin quand même, si tous les gamins de 17 ans qui se sont montrés un peu trop entreprenants avec une fille devaient se retrouver dans cette situation, je ne sais pas en France très bien ce que ça donnerait. Bon, mais il va de soi que je condamne non, évidemment le viol, évidemment les violences contre les femmes, etc. Et même le fait d'être trop entreprenant, etc., qui me paraît... discourtois et contraire à nos mœurs et à la tradition de galanterie française. Bon. Mais je trouve quand même que c'est stupéfiant. C'est un petit peu inquiétant quand même tout ça. C'est un peu inquiétant parce que avec toutes ces campagnes qui sont d'ailleurs toujours dirigées contre les mêmes, contre les mâles, de préférence contre le mâle blanc, occidental, surtout si les chrétiens en plus. Alors là, c'est... Bon, on voit quand même qu'il y a une tentative de dévirilisation de la société, de mise en accusation des hommes. Je dois dire que ça me laisse assez perplexe et plutôt hostile à ce genre de manifestation. Je sais que ça peut être un drame pour une femme, voilà, mais à ce moment-là, il faut quand même qu'elle se manifeste. Ou, comme on dit d'ailleurs dans les formules avant de conclure un mariage dans ce pays, le pasteur, si c'est lui, dit quelqu'un a-t-il une objection à faire à ce mariage, s'il en a une, qu'il la formule maintenant ou qu'il se taise à jamais. Je crois que c'est une formule qu'on pourrait renvoyer à ce genre de situation. Alors à jamais, il ne se taira pas puisque la chanson restera à jamais gravée. Charles Aznavour vient de décéder. Vous rendez hommage, vous saluez la mémoire de cet artiste français d'origine arménienne. Oui, d'origine arménienne. Je crois d'ailleurs qu'il se trompait sur notre compte. À certains moments, peut-être a-t-il pensé que précisément nous n'avions pas de sympathie pour ces Français d'origine étrangère. Non, quand ce sont des gens extrêmement attachés à la France, sauf peut-être sur le plan fiscal. Mais ça, je peux le comprendre aussi, compte tenu de l'excès de taxation de notre pays. Mais c'était un vrai patriote français. En même temps, c'est vrai qu'un défenseur de ses origines arméniennes. Sa famille avait fui au moment du génocide arménien. C'était un vrai réfugié, en quelque sorte, là, en ce qui les concerne. Et j'aimais beaucoup. Je suis allé l'entendre un jour. Et c'est vrai que cette voix, un petit peu, je ne dirais pas rauque, mais voilée, c'est une gageure d'avoir fait une aussi belle carrière, avec de très belles chansons, avec des paroles, des vraies paroles, dont il était très souvent d'ailleurs l'auteur, très souvent d'ailleurs en vers, c'est-à-dire en poésie. Bon, il y a beaucoup de poésie dans ces chansons. C'est quand même autre chose que le rap, permettez-moi de le dire. Bon, hein, de façon saccadée, on annonce des propos qui, même lorsqu'ils ne sont pas violents, n'ont pas beaucoup d'intérêt, à mon avis. Bon, bref. C'est à des choses comme ça qu'on mesure le déclin, d'ailleurs, de notre culture, de notre civilisation. Bref, il nous manquera, oui, c'est sûr. Déclin de la civilisation à l'appel d'un certain nombre d'intellectuels ou de personnalités politiques, parfois retraités de la politique, et demander la création d'une commission d'enquête parlementaire en France sur les problèmes de l'Église catholique et des mœurs, notamment de la pédophilie ou des relations plutôt condamnables. Est-ce que vous estimez que c'est un sujet qui mérite d'être pris suffisamment au sérieux, en tout cas que l'État s'en saisisse à travers l'Assemblée nationale, la représentation populaire ? Non. Non, pour une raison extrêmement simple. Ces affaires sont absolument dramatiques. C'est vrai que ces comportements, malheureusement,
déshonore, souille en tout cas l'image de l'Église, et malheur à celui par qui le scandale arrive, c'est terrible. Mais elles n'ont pas le caractère de généralité qu'on leur dit. Je suis effaré d'ailleurs de voir certaines campagnes où on nous dit que dans tel pays, etc., aux États-Unis, il y aurait des centaines de... je demande à voir de prêtres concernés, je demande à voir les dossiers pour des faits qui remonteraient soi-disant à 60 ans, et où on incrimine des gens qui sont morts, qui n'ont pas plus la possibilité de se défendre. Moi, je dois dire que j'ai connu un certain nombre de prêtres dans mon enfance et dans ma jeunesse, nos aumôniers scouts, nos aumôniers de lycée, des prêtres, des religieux qui s'occupaient des malades, des enseignants. L'admirable père Gouraud que j'ai connu au Japon, qui avait fondé une maison pour des vieillards grabataires qui l'accompagnaient jusqu'au dernier moment. On ne parle jamais de ces cas absolument remarquables. Alors évidemment, ces souillures sont extrêmement graves, mais malheureusement, le clergé n'en a pas le monopole. Alors qu'on déclenche une commission d'enquête d'une façon générale sur le problème de la pédophilie, il faudra d'ailleurs peut-être s'interroger aussi sur la multiplication des actes pédophiles. Pourquoi dans notre société? Pourquoi est-ce que la dévirilisation systématique de l'homme, est-ce que la dégradation de l'image de la femme à travers la pornographie, à travers le dogme qui voudrait que dans tous les domaines, absolument, partout, toujours, les rôles de l'homme et de la femme soient parfaitement interchangeables et de même niveau sans tenir compte des données de la nature ou de la création, est-ce que ça ne joue pas un rôle? Bon, on peut s'interroger bien sûr là-dessus, et on doit s'interroger, mais dans un État laïque, je ne vois pas pourquoi on enquêterait exclusivement sur ce phénomène à l'intérieur d'une partie infime et dévoyée du clergé français. Je suis navré que certains évêques, par sidération, disent « Ah oui, c'est peut-être une bonne idée ». Et je suis scandalisé que ça vienne, mais ça ne m'étonne pas, d'un journal dont je pensais qu'il avait disparu depuis le temps, d'ailleurs, Témoignage chrétien, qui a toujours été un porte-parole du progressisme chrétien, de gauche, voire d'extrême gauche. Ça me paraît tout à fait scandaleux. Il y a plus de cas de pédophilie dans l'éducation nationale qu'il y en a dans le clergé français. Bon, alors, ou bien on laisse ces questions à l'appréciation de la justice, puisque c'est évidemment un délit et même parfois un crime. Bon, ou bien on laisse ces cas à l'appréciation de la justice, ou bien, si l'on décide de s'en saisir au plan parlementaire, on enquête sur le phénomène en général et pas seulement dans une catégorie de la population. Un sujet qui vous tient à cœur, vous êtes intervenu plusieurs fois ici au Parlement européen sur le sujet, c'est le principe de l'universalité des sanctions américaines à l'égard d'entreprises de l'Union européenne qui pourraient, c'était le cas de la BNP Paribas ou d'autres structures qui avaient libellé en dollars des transactions avec des pays normalement sous embargo. Il semblerait que des initiatives soient portées pour revenir et pour protester contre cela. Vous vous satisfaisez de la saisie, notamment par les membres de la commission ad hoc qui est sur le sujet? Écoutez, il y a une réaction bien tardive, bien timide. On dit que la commission va mettre en place un système pour, je ne sais pas si c'est pour indemniser les sociétés françaises, européennes, en général, qui seraient victimes de ces agissements. Pendant ce temps-là, la Société Générale vient de faire savoir qu'elle va payer 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, c'est une somme absolument colossale. 1 milliard d'euros de pénalité au profit des États-Unis d'Amérique. De dollars, je ne sais plus, mais enfin peu importe. Aux États-Unis d'Amérique. Et on sait très bien que Total, que Peugeot, que Airbus doivent renoncer aux projets qu'ils ont en Iran. C'est scandaleux. Ça requerrait des représailles économiques. Ou tout de moins la menace, en tout cas des réquisitions extrêmement fermes à l'égard des autorités américaines. Notre collègue, le professeur Gilles Le Breton, député du Front National, du Rassemblement National, du groupe ENL, Europe des Nations et des Libertés, a proposé que l'on ouvre un débat là-dessus, et tout en lui donnant raison, la majorité de ce Parlement a voté contre cette inscription à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce que ça venait de la minorité.
voilà que nous sommes. J'espère que cette minorité sera demain la majorité du Parlement et que nous pourrons nous saisir du problème. Ouvrons, si vous le permettez, une page un peu ludique. Le Salon de l'automobile ouvre à Paris. On sait que vous êtes un fan du salon. Vous allez vous y rendre cette année? Je vais essayer. Marine Le Pen va s'y rendre et je l'en félicite. La voiture a un avenir encore dans ce pays? Je le crois, parce que la voiture est un élément de liberté. Voilà. Quand les transports en commun, c'est très bien. Mais on sait pourquoi les socialistes etc., sont en faveur des transports en commun. Mon ami Hugues Petit l'avait très bien dit un jour au Conseil régional, c'est parce que transport en commun, il faut partir à une heure déterminée, tout simplement descendre en un point déterminé. Avec la voiture, on part quand on veut, avec qui on veut, à l'heure qu'on veut, et on arrive où l'on veut. Voilà. C'est donc un élément de liberté. C'est comme ça que l'ont vécu beaucoup de nos compatriotes. Et plutôt que de tout faire pour essayer, passez-moi l'expression, pour une fois, d'emmerder les automobilistes, voilà, je pense qu'on devrait au contraire se préoccuper de faciliter la circulation, comme on l'a fait d'ailleurs au Japon, à Tokyo, qui est une ville bien moins polluée que Paris, alors que c'est une agglomération beaucoup plus importante, mais on y circule beaucoup plus facilement. Donc oui, je m'honore d'ailleurs d'avoir conduit des délégations du Front National à l'époque au Salon de l'Auto, et même d'avoir tenu un colloque avec notre conseil scientifique, un colloque auquel participaient des ingénieurs, des concepteurs, des personnalités parfaitement qualifiées dans le domaine de l'automobile. J'espère que l'automobile française va résister, parce que les carnets de commandes en ce moment, c'est pas terrible. Et M. Ghosn accumule des salaires absolument fantastiques. Le PDG de Renault. Le PDG de Renault et de Nissan. Et par voie de conséquence de Dacia. C'est un peu d'ailleurs curieux, cette société Renault qui s'auto-concurrence par une autre société low cost. Bon. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que moi, comme un imbécile, évidemment, moi, ma seule épargne, c'est un plan d'épargne en actions. Et comme un idiot, évidemment, étant patriote, j'achète des actions françaises. Voilà. Donc, je dois avoir 3 000 ou 4 000 euros d'actions Renault. Voilà. Elles ne m'ont jamais rien rapporté et elles ont perdu déjà 35 ou 40% de leur valeur. Mais les salaires de M. Ghosn ne suivent pas la même évolution. C'est le dernier sujet qu'on va aborder, un petit peu le sujet de liberté, votre coup de gueule. Vous m'en parliez tout à l'heure avant de rentrer pour cette émission. Yann Moix, qui sur la télévision d'État, sur France 2, me semble-t-il, lors d'une émission, a attaqué les policiers, expliquant qu'ils n'avaient pas de courage. Vous souhaitiez pousser votre coup de gueule sur le sujet? Je crois, monsieur Moix, je ne sais pas d'ailleurs quelle est l'autorité qui s'attache à sa personne. Il a fait un grand livre, je crois, où il parle essentiellement de lui. C'est un peu un imprécateur. Il est parfaitement à sa place chez Ruquier. Le seul problème, c'est que quand ces gens-là ont des idées de droite, qu'il s'agisse de Ménard, qu'il s'agisse de Zemmour, qu'il s'agisse d'autres, ils dégagent. Parce qu'on veut bien du débat, on veut bien, mais à condition quand même de pratiquer l'entre-soi de la bien-pensance dont il est finalement, qu'il le veuille ou non, l'une des expressions de la bien-pensance, anti-flic en l'occurrence. Bon, il dit que les policiers ont peur. Ils peuvent quelquefois avoir peur, oui, c'est légitime, mais beaucoup surmontent leur peur avec un grand courage dans des secteurs qui ne sont plus contrôlés par la République. Mais ça, qui en est responsable? C'est pas les policiers, ce sont les politiques, c'est notre système juridique, c'est l'absence de place dans les prisons, c'est la politique d'immigration massive qui, provoquant le déracinement, a provoqué une flambée de la criminalité, même si, bien sûr, il y a des étrangers qui se conduisent très bien dans notre pays. C'est pas la question. C'est une situation générale. Et le fait de s'exprimer de façon aussi injurieuse à l'égard des policiers, je trouve ça absolument dégradant. Il y a une prise de conscience. Martine Aubry a pris conscience des difficultés en certains quartiers. Vous saluez la prise de conscience de Martine Aubry? C'est extraordinaire. Ponte du Parti socialiste. Oui, mais je la saluerais si elle faisait repentance. Voilà. Si elle demandait pardon.
et notamment pardon au Front National, aux élus nationaux, à Jean-Marie Le Pen et autres, qui, comme Gérard Collomb d'ailleurs, que j'ai connu au Conseil régional ou à la mairie de Lyon, mais qui, je pense, parmi les socialistes, était peut-être, malgré tout, l'un des moins inconscients. Bon. Mais Martine Aubry qui découvre et qui dit, pour s'en offusquer, pour s'en indigner, à juste titre, il est bien temps que, voilà, il y a des tas de secteurs dans sa ville où on n'est plus en République, autrement dit, qui échappent complètement à l'autorité publique, à l'autorité de l'État. Mais écoutez, quand nous disions qu'il y avait un problème d'insécurité en France, que nous disaient tous ces bons socialistes? Que nous disaient-ils? Ils nous disaient, c'est faux, vous mentez, vous agitez des peurs pour exciter des haines. Voilà le discours que j'ai entendu 100 fois, 200 fois de la part des caciques du Parti socialiste. Alors, Madame Aubry, oui, mais vous êtes l'une des responsables de cette situation. Voilà, commencez par vous en prendre à vous-même et par analyser les causes véritables de la situation que vous découvrez aujourd'hui bien tardivement. C'est dit. Merci. À bientôt, Bruno Gollnisch.